Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré donc au leadership, la source du bien-être et du mal-être au travail. Dans un monde fanny, fragile, anxiogène, non linéaire et incompréhensible, comme le décrit l'anthropologue américain James Cascio, les attentes et les succès, autant que les souffrances des collaborateurs et les échecs, reposent sur les épaules des managers. C'est dans ce monde que les leaders d'aujourd'hui et de demain doivent guider leurs collaborateurs, créer de l'engagement et maintenir leur motivation pour une performance durable. Faisant face à leur propre stress, ces leaders peinent parfois à créer l'engagement de leurs équipes et peuvent être eux-mêmes la cause de leur mal-être. Leur capacité à guider, communiquer, inspirer et parfois rassurer est mise à rude épreuve. Une seule issue, passer de manager à leader. Je suis Julien Lévy, consultant en stratégie de communication et surtout coach et facilitateur pour Happy at Work. J'aurai le plaisir d'animer cette table ronde à laquelle nous accueillons Antonio Racciati, directeur des ressources humaines du Centre hospitalier universitaire vaudois, le CHUV, l'un des meilleurs centres hospitaliers du monde qui joue un rôle de pointe dans les domaines des soins médicaux, de la recherche médicale, de la formation et qui fête cette année ses 40 ans. Bon anniversaire au CHUV et bienvenue Antonio, merci d'être parmi nous. Merci. Bonjour tout le monde. Nous accueillons également Annika Manson, qu'on ne présente plus, fondatrice, mais que je vais présenter quand même, fondatrice et CEO de Happy at Work. Annika nous vient de Suède, qui est le pays du bonheur au travail. Donc, vous êtes tous bien tombés. Et après une belle carrière chez Danone, notamment, vous avez fondé, Annika, Happy at Work il y a plus de 15 ans. Vous y formez et coachez des centaines de leaders. Bonjour Annika. Bonjour Julien et bonjour à tous. Antonio, vous êtes donc dans un secteur un peu particulier, le secteur hospitalier. L'impact du leadership dans la chaîne de décision et dans l'expérience du patient et des employés semble fondamental. Constatez-vous également ce monde fanny dans votre point de vue? Et par quoi ça se manifeste? Alors, je vais peut-être essayer de trouver d'autres mots, mais qui correspondent à votre définition de ce qu'est le monde fanny. Je dirais attendez voir, j'ai juste coupé un truc là. J'ai juste coupé l'arrivée de mes mails. Dans un hôpital, je dirais plutôt, pour essayer de faire un parallèle avec la définition du monde fanny, je dirais qu'on est plutôt dans un monde exposé de par l'activité, de par les pressions que subissent nos collaborateurs. Et c'est des pressions multiples, on pourra peut-être revenir ensuite. Par rapport à la question d'anxiogène, l'aspect anxiogène, je dirais plutôt que nos collaborateurs font face à une pénibilité à la fois physique, mais particulièrement émotionnelle. Et là, on a ce parallèle-là. La question de la non-linéarité, je ne sais pas si j'ai très bien compris ce que ça signifie. En tous les cas, dans nos institutions de santé et dans la médecine hautement spécialisée, c'est des environnements qui sont tout le temps en mouvement, où il y a des changements, que ce soit en termes de prise en charge, en termes de maîtrise des technologies de soins. Donc, il y a une pression constante de mise à jour, de compréhension de nouvelles façons tout simplement de pratiquer les soins. Il y a aussi une adaptation constante des organisations et ça crée peut-être ce sentiment que on n'est pas dans des organisations qui sont stabilisées ou qui peut être par définition stable. On est dans un monde de toute façon relativement, même très mouvant, mais chez nous, la stabilité, elle est quasiment pas possible. En tout cas, elle est perçue comme n'étant pas possible. Puis la question de est-ce que c'est un monde qu'on comprend ou pas? Alors, le CHUV, c'est 14 000 collaborateurs, c'est quasiment une septantaine de services. C'est une institution qui grandit ou qui a grandi très vite, mais qui est très complexe. Et la difficulté à comprendre déjà l'organisation, les flux de travail et qui contribue à quoi dans l'institution, cette lisibilité, elle est difficile à avoir. Donc, je parlerai pas de monde qui n'est pas compris, mais je parlerai de monde qui devient de plus en plus difficile à lire. Et la lisibilité ou la capacité à savoir où se trouve la contribution de chacun dans l'entreprise, c'est lié au sens de ce que l'on fait. Ça, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui pose problème, en tout cas de notre institution, et qui pose problème parce que c'est une institution qui doit travailler
en interprofessionnalité, en collectif. Donc, si un des acteurs de la prise en charge des patients ne comprend pas où se situe sa contribution, on a déjà un problème. Donc, Bien voilà, sûr. j'ai répondu à votre question en réinterprétant votre concept de Fanny, mais on est dans un contexte qui est comparable. Hein. Absolument, merci beaucoup. Puis je dirais, le CHUV fête ses 40 ans, puis vous savez qu'à 40 ans, on fait toujours une crise. Donc, Ouais, il y a le passage des crise 40 de ans la quarantaine, qui est présent. Avec, bien sûr. pas tout n'est pas problématique, mais il y a une remise en question à l'heure actuelle dans l'institution. Je pense que vous avez pu voir un peu dans les médias qu'il y a beaucoup de sujets qui sont adressés, sur lesquels on est en train de travailler. Bien sûr, et merci. Et la quête de sens est un Voilà. facteur important. Merci de le Je vous souligner. en prie Vous, pas, Julien. Annika, ouais. Vous, Annika, quel impact a ce monde Fanny quel impact constatez-vous chez vos clients pour ce monde Fanny? Et je constate tout le jour sur le plan individuel ou également dans les équipes et dans les organisations, c'est anxiogène, ça va de plus en plus vite et c'est de plus en plus incompréhensible ce qui se passe. Donc, ça crée de l'anxiété. Donc, je le vois au quotidien, en fait. Donc, c'est difficile à rester aligné, c'est facile à perdre pied, c'est difficile à manager parce que les managers, ils sont pris entre deux. Et puis, et on est dans ce qui est intéressant en même temps, c'est qu'on est dans plusieurs transitions en même temps. Dans une transition énergétique, écologique, technologique et même sociale. Et sur le plan social, ce qui va se passer, ce qui a déjà commencé au niveau de nouvelles générations qui vont arriver de plus en plus, avec d'autres attentes. Donc, cette transition, voilà, ça fait beaucoup. D'accord. Et alors, merci de mentionner les jeunes générations parce que c'est vraiment un sujet qu'on va aborder un tout petit peu plus tard. Là, je voudrais qu'on parle un peu du leadership et du management aujourd'hui. Je voudrais vous proposer, Antonio, peut-être de clarifier quelque chose pour les gens qui sont parmi nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un manager et qu'est-ce qu'un leader? Excellente question. Pour moi, dans l'idéal, on devrait avoir une dose équilibrée des deux parce que je dirais, dans un poste à responsabilité où il s'agit d'accompagner un groupe, des collègues, des professionnels dans l'accomplissement d'une tâche, d'une mission ou dans l'accomplissement d'objectifs. Il y a à la fois des actions qui sont cadrantes, qui sont liées avec des aspects d'organisation. Puis là, c'est plutôt l'aspect managérial que moi, c'est avec ça que je le lirais. Puis d'un autre côté, il faut de l'inspiration, il faut donner du sens, il faut, je dirais, être crédible de ce que l'on fait, il faut créer l'adhésion, il faut fédérer. Et ça, c'est l'aspect du leader. Donc, dans l'idéal et dans des postes à responsabilité, il est clair qu'on a meilleur temps d'avoir des leaders que des managers, parce que être un bon manager ne suffit pas. Mais si un dosage des deux était possible, pour moi, ce serait l'idéal. D'accord. Donc en fait, d'après en lisant entre les lignes de ce que j'entends, être un leader, c'est plutôt un mindset, alors que être manager, c'est une fonction, n'est-ce pas? Oui, c'est à peu près ça. Bon, c'est un peu réducteur ce que vous dites, mais disons Ouais, que ça clarifie. Oui. pour simplifier. Super, je vous remercie beaucoup. Alors, je vous propose un petit sondage, chers amis qui êtes présents. Je vais laisser Corinne vous afficher la page. Donc, il va s'agir de prendre votre téléphone portable, de vous connecter à Internet à l'adresse qu'on va vous donner, qui est menti.com, qui vient d'être mise dans le chat d'ailleurs. Pardon, là, c'est pas en partage d'écran, c'est dans le chat. Mais ça va être dans le partage. Et ça va être aussi dans le partage d'écran, comme ça on sera tranquille. Et alors, donc si vous vous connectez à menti.com, c'est dans le chat, menti.com avec votre iPhone, et que vous entrez le code 45260909, on vous propose de répondre à la question 45260909. Et voilà, on a même un QR code pour ça, c'est magnifique. Si ce n'est pas clair pour vous tous comment il faut faire, écrivez ou prenez votre micro et parlez. Donc, c'est tout simple normalement à aller dans cette application et on voit plein de gens qui sont en train de voter. C'est génial. Donc, voilà, donc la question quand même, dans votre vie professionnelle, qu'avez-vous le plus côtoyé? Des managers qu'on suit et des managers qu'on fuit. Franchement, c'est assez équivalent. Hein,
Et ça bouge encore. Les managers qu'on suit prennent le dessus, rattrapés par ceux qu'on fuit. Ah là là. Il n'y a pas encore tout le monde qui a répondu. Il n'y a que 25 personnes. Alors, qu'est-ce que vous faites les autres? Ça continue à voter. 59-41. Là, les managers qu'on suit ont quand même pris le dessus. Super. Bon. C'est positif. Ben oui, on en est où là des résultats? Est-ce qu'on arrête les... Est-ce que quelqu'un a une question que si vous avez des questions, vous n'arrivez pas, il faut mettre votre micro parce qu'on ne voit pas forcément l'environnement de chat actuellement quand on est en partage d'écran, mais ça continue à voter et on va... Ah ben voilà, on a bien fait. Très bien. Donc, on a des résultats à peu près équivalents, un petit peu plus de managers qu'on suit que de managers qu'on fuit. Antonio, est-ce que ça vous étonne? Franchement, c'est difficile à répondre. Disons, ce que l'on sait, c'est que les collaborateurs qui quittent une institution, qui quittent une entreprise ou notre hôpital, ils le quittent essentiellement à cause de leur hiérarchie. Donc, on quitte son patron, on ne quitte pas son entreprise. Donc, c'est une problématique sur laquelle tout DRH normalement constitué doit se pencher et travailler. Je ne dis pas que la solution elle existe, parce que sinon, ça ferait longtemps on l'aurait mis en place, mais voilà. Donc, je n'ai pas répondu à votre question. Cette proportion-là, elle me rassure, parce que du coup, il y en a moins qui fuient qu'on aurait pu le penser. Mais c'est vrai que le fait de dire qu'on ne quitte pas une entreprise, mais qu'on quitte son chef, c'est assez la réalité. Bien sûr. Annika, vous souhaitez commenter ces résultats? Non, je suis positivement surprise. J'avais peur que ça soit beaucoup plus de managers qu'on fuit, donc c'est bien, c'est positif. Bon, c'est formidable, il y a de l'espoir. Alors, il me semble, moi, que je me trompe, qu'on a un deuxième sondage tout de suite sur, justement pour vous, messieurs, dames, qui nous suivez, savoir quel est votre… si vous avez un job de management, si vous avez un poste dans lequel vous occupez une fonction managériale. Alors, on va refaire la même chose avec Menti. Voilà. D'accord, donc on a beaucoup plus de managers et je suis sûr que ce ne sont que des managers qu'on suit. Qu'on suit, c'est ça que tu as dit. Oui, c'est ça que j'ai dit. Ah bah oui, je n'ai pas fait de lapsus. Très bien. Intéressant. Donc, vous êtes directement, la plupart d'entre vous, concernés. Yes. Concernés par le management. Merci beaucoup. Ça nous donne une vision assez claire de notre audience aujourd'hui. Annika, quel est l'impact du management ou du manager plutôt sur une organisation? Antonio nous l'a rappelé, on rejoint un job, on rejoint une entreprise, on fuit un manager, on quitte un manager. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Il y a des études super intéressantes là-dessus et selon une qui dit que le management ou le manager donc, compte pour au moins 70% du niveau d'engagement. Donc, c'est énorme, en sachant qu'il y a à peu près la moitié de 50% en gros qui sont engagés, et l'autre moitié qui ne sont pas engagés. On peut se poser des questions et en sachant aussi qu'un salarié non engagé, donc ça a un certain coût, on parle de 34% du salaire annuel d'un salarié qui n'est pas engagé. Donc, ça nous donne un petit hint, une petite notion de comment calculer le coût de désengagement. Et pour répondre à votre question, c'est le management ou le manager a un rôle très important sur comment on se sent, quel niveau énergique on est et à quel niveau on est engagé. Ouais, merci. Vous, Antonio, quel est votre constat sur l'impact du manager sur l'engagement? Je veux dire, à quel niveau est-ce que les managers connaissent vraiment les leviers de l'engagement des employés?
Vous me posez que des questions difficiles. Hein. On a choisi notre interlocuteur avant ça. Hein. On sait, il y a aussi différentes études, puis il y a un bouquin américain, je ne me rappelle plus le titre, qui dit que lorsque la confiance est forte entre des équipes et la hiérarchie, c'est entre 10 et 15% d'augmentation d'atteinte des objectifs. Donc, on se rend compte que la notion de confiance, c'est un élément essentiel pour avoir des collaborateurs engagés. Parce que réussir des objectifs, c'est par définition avoir des collaborateurs engagés. Mais juste en préparation de cette séance, je me suis dit que j'allais interroger mes équipes. Ça fait 10 ans que je travaille au CHUV et j'ai la même équipe. Donc, ils sont toujours avec moi. Je me suis dit, bon, et pourquoi ils sont avec moi? C'est parce que je suis un type sympa. Et puis, en fait, ce qui est ressorti, c'est que, c'est le respect de leur expertise. C'est le fait de valoriser et de leur permettre de mettre en œuvre ce qu'ils détiennent comme compétences et que ce soit valorisé là où c'est nécessaire, là où c'est utile et puis dans leur périmètre de responsabilité. Donc, en fait, c'est le respect des rôles et des responsabilités de chacun qui font que, en tout cas, c'est ce que m'a dit mon équipe, c'est ce qui fait que il reste avec moi parce que cet élément-là est respecté. La deuxième chose, c'est la dynamique. C'est le fait d'avancer sur des projets, mais d'avancer sur des choses qui ont du sens et qui semblent utiles, alors dans notre stratégie, mais pour servir aussi la stratégie du CHUV, parce que faire des choses pour soi-même, ça n'a pas de sens. Et puis là, en filigrane, c'est aussi le fait de penser, on a la certitude, mais on reste quand même humble, de penser que ce que l'on fait a un impact sur nos collaborateurs, sur leurs conditions de travail et sur le climat de travail. Donc, c'est le respect des rôles et responsabilités de l'expertise de chacun, le fait que chacun puisse l'exprimer de manière juste, équitable, transparente, avec des règles qui sont connues de tout à chacun, avec aussi une sécurité. Ce qu'on m'a dit aussi, c'est ce sentiment d'être en sécurité, de pouvoir dire les choses, de pouvoir agir, de pouvoir critiquer de manière constructive, de pouvoir échanger. L'inspiration, la perspective, et puis de se dire, finalement, ce que l'on fait, c'est utile. Et puis, pour une fonction RH, si c'est utile pour les collaborateurs, on a gagné le truc. Si c'est utile pas pour les collaborateurs, on a un problème. Bien sûr. Donc, d'après ce que j'entends, la sécurité et la confiance, finalement, c'est la résultante des ingrédients que vous mettez, qui sont le respect de l'expertise, la dynamique avec le dialogue possible, la capacité pour les gens de s'exprimer sur ce qui va et ce qui ne va pas, et puis également, évidemment, le sens, c'est-à-dire l'impact qu'on va insuffler dans la société et au-delà. Ouais. Annika, qu'est-ce que vous pouvez commenter sur ces aspects de levier d'engagement? Quelques exemples vous viennent? Je partage complètement ce que dit Antonio. On utilise souvent, on parle des 3 R en Happy at Work et certains d'entre vous le connaissent déjà. Mais les 3 R, donc on est sur le premier R, on parle de relations. Donc justement, ce besoin de pouvoir partager, être écouté, être soutenu, la confiance, la sécurité psychologique. Qui est tellement important. Et là, dedans, on met aussi la reconnaissance, bien sûr, qui est comment je fais mon travail au quotidien. C'est quelqu'un qui me dit merci. Le deuxième R, c'est les R pour résultat. Donc là, on est sur plutôt une notion d'impact. Est-ce que je vois? Est-ce que c'est tangible? Est-ce que ce que j'ai accompli, ce que je fais au quotidien, est-ce que j'ai les ressources pour le faire? Et je reviens aussi par rapport à ce que tu disais, Antonio. Est-ce que j'utilise mes compétences pour accomplir ce qui est attendu de moi? Parce que si je ne le fais pas, je ne vais pas être dans cette énergie d'engagement. Et puis, le troisième R, c'est la résilience, donc la capacité émotionnelle, mentale, physique aussi, bien sûr, et le sens pour rester connecté. Et si j'ai ces 3 R au rendez-vous, je vais être dans cette énergie d'engagement. Merci, Annika. Et je rajouterai aussi, par rapport à ce que tu disais, Antonio, que parfois les managers, ils sont pas, ils connaissent pas, ils se focalisent pas forcément sur le bon levier, en fait.
Et c'est là où il y a, selon ce que j'observe, en tout cas, une gap, how do you say gap? Un manque. Un décalage. Ouais. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Antonio. Est-ce qu'ils connaissent vraiment ces leviers? Ben, c'est comme partout, il y en a qui le connaissent. Quand on fait la radiographie de notre institution, vous avez des services, des unités qui fonctionnent très bien. Puis quand vous allez observer ce qui se fait, ressort les éléments que je vous ai donnés. Et puis, dans d'autres, ces éléments manquent. Et puis, lorsqu'on on regarde un petit peu le parcours qui a entrepris la personne qui est en charge, le cadre qui est en charge de piloter ces unités qui fonctionnent moins bien, on se rend compte qu'il n'y a pas eu forcément un accompagnement dans l'intégration, la prise en charge de sa fonction de cadre. Que souvent, et c'est souvent le cas dans ces mondes scientifiques, on va prendre le meilleur scientifique en pensant que ça va être le meilleur chef. Et puis, ce n'est pas forcément le cas parce que souvent, on perd un bon scientifique et on gagne un mauvais chef. Et puis à la fin, il y a quand même des choses qui m'étonnent parce que finalement, on a beau faire toutes les théories qu'on veut sur le leadership management. À la fin, les questions de respect, de bon sens, c'est ce qui devrait être compris. Eh voilà, même en 2022, voilà, il y a des cas qui ne comprennent pas que respecter l'autre, c'est l'élément, c'est le levier principal pour que l'autre soit engagé et puis fasse son job. Bien sûr, merci Anthony. Oui, effectivement, manager, c'est un métier. C'est un métier. Annika, depuis le Covid, on constate de plus en plus de problèmes de santé mentale en entreprise. Et, je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est pas un peu fort comme terme? La santé mentale, fort comme terme, non, je ne pense pas. Dans mon travail, j'ai dû malheureusement emmener des personnes à l'hôpital, chez le psychiatre, parce qu'en sortant du travail ou en revenant au travail après une longue arrêt, non, la santé mentale est touchée de plus en plus. Et selon une étude récente, disent que 50% de personnes sur le plan global disent que l'environnement de travail a un effet négatif sur la santé mentale. Mais c'est vrai que le mot santé mentale, c'est comme si ça a une mauvaise presse, mauvaise image, malheureusement. Et c'est pas bon. On parle donc de capacité de la santé physique, mais pourquoi on ne peut pas parler de santé mentale? Hier, sur LinkedIn, il y avait le CEO d'une banque en Danemark qui avait son rubrique Parlons plus de santé mentale, et ils sont en plein de 2 semaines là justement ils ont appelé ça les 2 semaines de santé mentale dans cette banque, où ils vont verbaliser des choses, ils vont faire des workshops, ils vont faire plein de choses, et nous avons besoin de pouvoir en parler. Et donc, si 50% ils ont un impact négatif dans leur travail, ils ne se sentent pas bien, et si on ne peut pas en parler, il y a quand même un problème. Maintenant, je trouve que si on parle de santé mentale ou de santé tout court ou whatever, c'est une question plus globale. Et je dirais que les gens, ce que je constate, c'est que les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués, et on parle de crise énergétique sur le plan global, en tout cas européenne. Et moi, j'ai envie de dire, moi, ce que je constate, c'est une crise énergétique des gens. Les gens sont fatigués de plus en plus, et ils sont moins en moins envie de payer avec leur santé tout court, en fait. C'est pas qu'ils veulent plus travailler, mais ils sont plus près de la même façon. C'est pas au détriment de leur santé, de leur bien-être. Et j'ai 2 choses que je voulais partager avec vous. Depuis le début de pandémie, donc de Covid, donc ça fait 2 ans et demi, que nous avons vu la durée de journée de travail augmenter de plus de 13%, et le travail après les heures de travail de 28%, et le travail du week-end 14%. Donc ça veut dire qu'on travaille plus que jamais, même si on travaille certainement à la maison, on travaille un peu partout en fait. Et c'est bien d'un côté, mais de notre côté, il y a un truc qui ne va pas. Donc, c'est vraiment Achtung.
j'ai envie de dire. Merci Annika. Vous, Antonio, qu'est-ce que vous constatez comme signe de mauvaise santé mentale dans des équipes où quelqu'un en perte d'énergie, par exemple, comme pouvait dire Annika? Bon, pour ceux qui ont lu les médias il y a pas longtemps, au CHUV, on a, avec les partenaires sociaux, donc avec les syndicats, avec les associations professionnelles, on a monté, construit et mené une enquête de climat institutionnel. C'est plus de 8000 collaborateurs qui ont répondu à toute une série de choses. On a voulu savoir où ils en étaient en termes d'engagement, en termes de santé, en termes de comment ils percevaient l'institution en termes d'organisation, quels étaient les leviers finalement pour faire en sorte que notre institution soit un environnement de travail là je vois qu'il y a Michel Guillemin qui nous écoute, qui apporte de la santé plutôt qui enlève de la santé, ce qui est assez paradoxal dans l'hôpital. Et bref, donc c'est une enquête qui a été menée. On a rendu les résultats ces derniers jours. Il y a toute une série d'encours de séance qui sont en cours pour préciser ce qu'on a relevé comme données. Mais ce qui ressort effectivement, c'est que la notion de stress, elle est présente. Elle est présente, elle n'est pas simplement due à une question de volume de travail, mais elle est due en particulier par disons, des processus de travail qui n'ont pas évolué et qui sont plus créateurs d'activités à non-valeur ajoutée que d'activités à valeur ajoutée. Ça pèse. Et ça pèse dans des métiers où, je dirais, si on embrasse la carrière de médecin, d'infirmière ou de tout ce qui tourne autour de l'activité hospitalière, c'est parce que on veut se consacrer à l'autre, au patient. Et puis, il y a la notion de relationnel qui est très forte. Donc, quand vous avez des activités à non-valeur ajoutée qui viennent empiéter sur des activités à valeur ajoutée et qui, en plus, vous mettent de la pression dans votre quotidien, ben ça, c'est extrêmement délétère. Donc, c'est ce qui ressort de ce stress. Donc, la question de l'organisation et du fait qu'on a le sentiment de faire des tâches qui ne sont pas utiles ou pour lesquelles on n'est pas payé. Il y a la question du volume de travail qui est dû. Il y a un facteur durable, c'est le fait que l'institution CHUV continue à grandir et puis bah, voilà, c'est un hôpital de référence et puis l'activité, elle est en augmentation, j'allais dire constante. Il y a eu l'effet Covid où il a fallu rattraper, vous savez qu'on a dû arrêter beaucoup d'activités, puis il a fallu les rattraper, puis avec des coups d'accélérateur, puis des coups de frein, puisqu'on a eu plusieurs vagues. Donc ça a créé aussi un sentiment de stress et de fatigue assez généralisé. Et puis en même temps, la question de l'avenir de la santé, c'est une question qui traverse les esprits dans l'institution parce que c'est un monde auquel on demande d'intégrer des notions de performance, mais en même temps, est-ce que l'activité que vous consacrez à entrer en relation avec le patient, le patient ne peut pas arriver, puis lui donner des médicaments, faire les tests, puis repartir, puis pas lui dire bonjour, au revoir, et puis pas discuter avec lui pour savoir comment il se sent et comment il vit la situation. Donc, on est dans un monde où ces parties-là humaines ne sont pas mesurables, puis en même temps, on nous dit que tout le temps devrait être mesurable et devrait faire partie d'une notion de performance. Et là, on est dans des contradictions, puis dans des tensions au niveau de la signification, du sens du métier, qui traverse toute l'institution et qui pose beaucoup de questions ou qui fait se poser beaucoup de questions à nos professionnels. Donc voilà, j'ai fait une grande digression, mais je parlerai de stress. Et puis je l'ai dit tout à l'heure, on a une pénibilité émotionnelle extrêmement forte dans les métiers des soins. Et ça vient se rajouter à cette notion de stress que je viens de vous expliciter. Oui, bien sûr. Mais alors, justement, le stress, la pénibilité, tout ça, ça doit avoir des impacts sur le comportement peut-être des gens. J'ai cru comprendre que vous aviez développé une charte de comportement. Vous pouvez nous en parler? Une charte de comportement. Alors oui, j'ai plus la charte en tête, mais effectivement, on a décidé à un moment donné, on s'est dit, en fait, l'idée était la suivante. Si on avait la volonté d'exiger de nos collaborateurs
d'avoir un comportement irréprochable vis-à-vis des patients, il fallait aussi qu'on assure le contraire. C'est-à-dire que nous, on puisse assurer un comportement irréprochable vis-à-vis de nos collaborateurs. Donc, si on demande à quelqu'un, il faut être bien avec les autres, puis qu'en même temps, on n'est pas bien avec lui, eh ben, là, on a un problème. Donc, cette charte, elle est venue de cette idée en disant on ne peut pas exiger sans assurer. Et effectivement, il y a 8 comportements. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que sinon, ça va prendre du temps. Mais ça tourne aux questions du respect, de la liberté de parole et puis de tolérance zéro pour tout ce qui concerne comment dirais-je, harcèlement ou harcèlement, mobbing, etc. Mais ça, c'est la théorie, c'est une charte qui fait partie du contrat de travail. Et comme je le dis souvent, ça, c'est des principes qui doivent être respectés. Et là, il n'y a aucune tolérance en termes de négociation par rapport à ces exigences. Mais maintenant, on est 14 000. Et puis, il y a des endroits où c'est absolument respecté, puis d'autres endroits où ça ne l'est pas. Pas non plus leurrer. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on a une charte que tout va bien dans ce monde. Bien sûr, mais en tout cas, le fait de l'avoir mise en place, ça veut dire qu'il y a eu une grande prise de conscience finalement assez tôt du fait qu'un management toxique avait un impact direct sur la santé mentale et sur l'énergie de ses collaborateurs. Vous pouvez nous en parler, Annika? Oui, bien sûr. Alors, c'est sûr que le manager, par son comportement au quotidien, s'il est stressé, s'il n'est pas bien, il va avoir un impact négatif. Et ça, on le voit aussi dans nos clients, le burn-out, etc. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin au niveau de l'impact et avoir de rester des traces longtemps. Mais je dirais aussi que les managers, souvent, ils ne font pas forcément ça exprès, ils ne sont pas méchants c'est qu'ils ne savent pas gérer certaines situations, ils sont complètement parfois dépassés par les événements. Donc, donc là, je parle en général parce que moi, je travaille avec tous les secteurs et dans tous les différents types d'entreprises et pas du tout seulement avec le milieu de soins. Donc, je parle en règle générale. Parfois, ils ne savent pas gérer. Et par rapport à votre question, quels sont les signaux? Même s'il y a des signaux dans l'équipe, chez les collaborateurs qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que quelqu'un n'est pas bien, il fait des erreurs, il change son comportement, ou il travaille vraiment beaucoup d'heures, même si il va avoir un comportement un peu le moral en berne ou commencer à s'énerver plus souvent, etc. Le manager ne sait pas forcément gérer ça. Il le voit peut-être, peut-être pas, mais il ne saura pas forcément le gérer. Je ne parle pas de tout le manager, mais souvent, ils me disent, Annika, comment je fais avec quelqu'un qui burst out, qui fait une crise de nerfs dans mon bureau, qui commence à pleurer, je ne sais pas faire. Donc, il y a plusieurs problèmes là. Et puis, Anthony veut dire quelque chose. Bon, certains ne savent pas, mais je pense que la majorité de nos cadres, on ne leur facilite pas la vie parce qu'ils ont toute une série d'activités qui entravent leur mission d'encadrement. J'ai parlé tout à l'heure de l'activité administrative, c'est juste une horreur. La charge qui est sur les épaules de nos cadres, et c'est tout du temps qu'ils ne passent pas dans le terrain et aux côtés de leurs collègues. Et ça, c'est une problématique. La deuxième problématique, c'est qu'on a tendance à comment dirais-je, à solliciter nos cadres pour des projets qui n'en finissent plus. Chez nous, il y a une inflation de projets qui font qu'encore une fois, on enlève du temps utile, du temps consacré à encadrer nos collaborateurs, à être à l'écoute, à résoudre des problématiques de travail au quotidien, parce qu'on a des cadres qui doivent aller sur des projets qui se multiplient, qui des fois ne terminent jamais. Et puis, aussi dans des conditions où on ne laisse pas le temps d'intégrer un changement, un projet de changement avant de commencer le suivant. Donc, ces 3 éléments-là, oui, il y a des cadres qui peut-être ne savent pas faire, mais la grande majorité savent faire, mais on ne leur donne pas les moyens de le faire parce qu'ils sont passablement entravés par des activités, je vous ai dit à non-valeur ajoutée, mais des activités qui empiètent sur leur mission principale, c'est d'être auprès de leurs équipes.
Bien sûr. Merci beaucoup, Antonio. Et finalement, on se rend compte que le style de management a un vrai impact. Et le style de management émane directement de la culture de l'entreprise. D'ailleurs, on va vous faire passer un petit sondage. C'est un sondage Zoom ou Menti cette fois-ci, Corinne? C'est toujours un sondage Menti. Donc, comme tout à l'heure, c'est le troisième. Maintenant, vous savez faire. Un questionnaire sur le style de management qu'il y a dans votre organisation. Entre le management toxique, le management hiérarchique et directif, le management par objectif. Oula, ah, ça va. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ah, mais c'est joli quand c'est joli quand ça bouge là. Et ça va, bientôt ça va être. Le style de management est tellement important en fait. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que parce qu'on a parlé de choses négatives, mais bien sûr, le manager qui sait générer de l'énergie, de l'inspiration, de créer la clarté, tout ça, ben, il va avoir des équipes qui vont faire vraiment des choses grandioses. Donc, le style est vraiment important. Qu'est-ce que ça donne tout ça? On a un gros tiers quand même de management toxique et un peu à l'ancienne, de hiérarchique et directif. Voilà. On a un autre tiers, un peu de management classique, de performance et d'engagement, management par objectif. Et puis, un dernier tiers, et franchement, je m'attendais à ce que ce soit moins, de management à la fois participatif et considéré comme durable. Donc, c'est assez équilibré. Je m'attendais à des proportions bien supérieures de management toxique et hiérarchique et pas autant de management durable et participatif. Qu'est-ce que vous en dites, Annika, quand vous voyez ça? Je suis positivement surprise également. Je dirais que c'est bien. Il y a un peu de tout là-dedans. Ça veut aussi dire que il y a du area for improvement. Donc, il y a de marge de manœuvre. Il y a encore de la marge de progression. Il y a des marges de progression et surtout en sachant qu'on est dans un monde qui bouge, n'est-ce pas? Et qu'il faut peut-être, avec les nouvelles générations et les choses qui vont très, très vite, les besoins changent. Et management par objectif, par exemple, qui est quand même 36%, il manquera, à mon sens, ça n'engage que moi, mais un peu de humain là-dedans. Alors justement, ça tombe très bien, chère Annika, puisque on se rend compte que l'entreprise a une responsabilité à considérer de ces questions. Alors, je vais vous lire 2-3 petits résultats d'un sondage. Donc, selon un récent sondage de chez Gallup, les gens sont stressés et anxieux dans le monde entier. 44% des employés disent avoir été très stressés au cours de la journée précédente. Pire encore, moins de 25% d'entre eux disent avoir le sentiment que leur employeur se préoccupe de leur bien-être. Vous avez parlé de charte de comportement tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une entreprise peut faire pour s'occuper de la santé, de l'énergie et du bien-être de ses employés, Annika et Antonio? Le premier qui dégaine. Antonio, voici. Ce que l'on doit faire, c'est tout simplement, j'allais dire, voir ce qui se passe dans le terrain. Moi, je ne connais pas d'organisation qui ait des modes de travail qui soient parfaits. En revanche, notre responsabilité, c'est d'aller voir. Alors, il y a plein de tableaux de bord qui existent, etc. Mais l'essentiel, c'est d'être connecté dans le terrain, d'anticiper les situations qui peuvent devenir problématiques, intervenir dans le processus de travail, dans les outils, dans la façon de donner, par exemple, l'information de travail, dans l'environnement construit. C'est aussi des éléments qui peuvent influencer positivement ou négativement la santé. Mais ce que doit faire une entreprise, c'est constamment monitorer ce qui s'y passe. On est dans des organisations qui changent, s'assurer que les conditions soient réunies pour que nos collaborateurs puissent travailler dans des conditions qui suscitent la santé et pas le contraire. Donc, et c'est ça, c'est cette préoccupation constante. Simplement se mettre derrière des indicateurs comme l'absentéisme, puis de se dire, bon, ben voilà, tant que je descends pas, tant que je passe pas à tel niveau, tout va bien dans mon institution, ça c'est faux. Les indicateurs sont utiles,
mais on doit constamment être sur le terrain et puis mettre en place des remontées d'informations pour s'assurer en continu que les conditions sont présentes. Les conditions peuvent changer du jour au lendemain par tout d'un coup un absentéisme dû à autre chose que l'environnement de travail. La maternité. Chez nous, on a c'est une population féminine qui est très forte. Ça peut être dû tout d'un coup à la mise en place d'une nouvelle technologie. Ça peut être dû, vous avez vu, il y a eu Covid qui a passablement chamboulé l'institution. C'est une problématique qui est arrivée et qui a changé l'institution pendant un certain laps de temps. Bref, il y a toute une série de choses qui peuvent changer les conditions assez rapidement. C'est la raison pour laquelle il faut constamment être sur le terrain et s'assurer que ces conditions-là sont réunies. Alors moi, je ne veux pas vous refaire tout le dispositif qu'on a mis en place au CHUV. C'est un dispositif qui est intégré, qui est large, avec beaucoup d'actions en cours, mais c'est ce qu'il faut mettre en place. Quelques exemples, sans rentrer dans le détail de tout ce qui a été mis en place, parce que visiblement sur 14 000 employés, on a y a de quoi faire, mais quelques exemples qui vous semblent marquants et puis représentatifs sur toute cette démarche? Nous, on croise des données, mais pas que des données statistiques comme les taux d'absence ou les cas d'absence, parce que c'est plutôt cette philosophie-là qu'on a mis en place au CHUV, mais on croise aussi toute l'activité qui est liée à la réinsertion. On croise les données liées aux heures supplémentaires. Si vous avez une explosion d'heures supplémentaires, c'est le premier truc à aller voir ce qui se passe. C'est lié à l'activité. Si vous avez le taux d'occupation ou l'activité qui monte de manière exponentielle dans un service, il ne faut pas attendre que les gens commencent à cumuler des heures supplémentaires pour essayer de prendre des mesures pour éviter qu'on se mette dans le rouge. C'est tout des éléments de ce type-là, avec toujours la volonté d'anticiper et intervenir avant que finalement la problématique difficile s'enquisse dans le service. Parce qu'à partir de là, les solutions deviennent difficilement implémentables. Et puis, on a développé aussi, pour ceux qui lisent un peu comment dirais-je, les médias RH, on a développé, par exemple, un outil qui permet, à un moment donné, et puis ensuite, 6 mois après une intervention dans une unité, de mesurer le taux d'engagement des collaborateurs. C'est un outil qui s'appelle ECHO. Pour ceux qui lisent à Share Today, on a fait toute une histoire sur cet outil-là. C'est un outil qui a été développé par la DRH du CHUV avec des spécialistes dans ce domaine-là, avec une certification très poussée. Voilà, donc on a aussi développé des outils qui nous permettent de savoir comment les gens appréhendent une réalité, une situation, et puis comment ça se traduit par rapport à leur engagement, à leur activité dans les unités. Et puis, dernier point, j'ai vu tout à l'heure dans le sondage, on parlait du type de management par objectif. Nous, on essaye maintenant de sortir de cette logique des objectifs individuels. Et je vous ai parlé au tout début de mon intervention de la notion d'interprofessionnalité. Puis on essaie de mettre en place, en fait, une notion le terme performance, on n'aime pas tellement l'utiliser, mais le terme de succès dans les objectifs, mais des succès collectifs, avec des équipes interprofessionnelles ou interdisciplinaires, parce que lorsque vous prenez en charge un patient, ce n'est pas que le médecin qui fait que la prise en charge sera réussie. C'est le médecin, c'est les infirmiers, c'est les aides de soins, c'est les ASCC, c'est les gens de la logistique, c'est les gens de l'accueil, c'est toute la chaîne de prise en charge du patient qui est impliqué. Et on a un projet avec Covid, tout ça, on l'a laissé pour l'instant au congélateur, au frigo. On l'a passé du congélateur au frigo, puis on va le relancer, on espère, l'année prochaine. Mais implémenter cette notion de succès, d'objectif collectif et entre métiers qui, par le passé, ne se parlaient pas forcément. Ah, très inspirant, merci beaucoup. Donc, des objectifs collectifs au lieu d'incentiver sur l'individu. Et puis également, ce que je trouve vraiment éclairant, c'est le fait de mesurer quelque chose qui est assez abstrait, le bien-être au travail, par des données concrètes, RH, d'absentéisme, de surcharge d'heures supplémentaires, etc. Merci beaucoup. Annika, vous avez des exemples aussi à nous donner ou des réflexions sur lesquelles rebondir? Oui, je voudrais souligner l'importance de bien définir les attentes et les rôles de chacun, en fait. Parce que quand on parle dans une équipe ou une entreprise, petite ou grande, c'est oui, on va mettre en place des choses, on va faire des choses, mais qui fait quoi et quelles sont les attentes? Qui est responsable de quoi?
Ça, c'est super important parce qu'on a tous de responsabilités là-dedans. C'est vraiment une responsabilité partagée. Les employés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire déjà pour eux-mêmes? Parce que si s'ils don't know how to lead themselves, ça veut dire s'ils se négligent, ils ne dorment pas, ils ne mangent pas bien, ils ne vont pas prendre soin de eux, ben, ils ne vont pas être dans un équilibre au travail non plus. Donc, comment chacun déjà peut s'occuper de son équilibre et comment ils gèrent tout ça. Les managers, ben, on a vu leur importance dans tout ce débat du bien-être au travail. Et puis, l'entreprise en tant que telle, ben, leur responsabilité, c'est vraiment de faire en sorte que l'environnement de travail soit en équilibre, soit positif pour que c'est facile à travailler, facile à avoir des relations de qualité, facile à accomplir ce qui est attendu de nous, avec bien sûr aussi un côté d'être le plus épanoui que possible tant qu'à faire. Donc, et puis c'est aussi de oser dire que we care about you, on se préoccupe des uns et des autres. Et de oser rentrer l'engagement, le bien-être, la durabilité de nous tous dans la stratégie de l'entreprise pour que ça soit vraiment efficace. Alors là, on touche vraiment à la culture, Annika. On touche à la culture d'entreprise. Oui, et je voudrais aussi rajouter un truc encore au niveau de… Alors, les KPIs dont tu as parlé sont super importants. Et bien sûr que si on ne mesure pas, on ne peut pas le manager. Le fait qu'on commence à mesurer des choses, ça donne aussi le signal comme quoi on s'intéresse à ça. Donc, les entreprises qui ne mesurent rien, ben, c'est pas forcément, c'est pas où on va. Mais c'est ça que je voulais dire, Julien, c'est donner un autre exemple qui est peut-être moins rationnel et moins KPI norme, mais simplement de demander avant une réunion le matin, faire un petit baromètre d'énergie, demander comment on se sent et s'intéresser surtout aux réponses. C'est quelque chose qui coûte rien, quoi, qui est vraiment un très bon début. Et puis, je voulais aussi dire que dans toute cette discussion de mal-être, eh ben, c'est de care et de proposer des choses très concrètes pour soutenir les uns et les autres dans les entreprises. Et je prends l'exemple de EPFL qui sont mis en place dans un programme de coaching gratuit, anonyme, en ligne, qui sont appelés Self-Care Program, où toute personne peut donc écrire un mail, avoir des séances de coaching pour les aider, les soutenir dans des moments compliqués. Et ça, c'est quelque chose qui est super important dans ces temps. Et je vais me taire, je parle beaucoup. Ouais, c'est passionnant, merci de vos exemples. Pour le coup, tout ça, je reviens sur mon point, ça fait partie de la culture d'entreprise, il me semble. Et quelle culture d'entreprise créer en fait pour créer une durabilité des employés et puis de l'organisation, pour avoir une performance durable en fait. C'est quoi une culture qui favorise ça? Antonio, vous voulez vous exprimer sur la culture? Bon, chez nous, au CHUV, ça fait maintenant 6 ans qu'on a mis en place une formation pour les cadres de direction et les cadres de proximité dans lequel on aborde la culture du management bienveillant, et que j'ai rebaptisé bien traitant parce qu'on peut être bienveillant puis pas traiter les gens comme il faut. Donc, c'est plutôt le terme bien traitant qui doit l'emporter. Merci de ce concept. Pardon? Merci de ce concept. Voilà. Mais dans ce concept-là, il faut, parce qu'il ne faut pas non plus être des bisounours, hein, il faut rajouter ce que j'ai dit tout à l'heure sur les leviers d'engagement, sur le fait qu'on peut travailler sur le style de management, mais si vous ne travaillez pas sur les conditions brutes de travail, les conditions concrètes, vous avez beau être bien traitant, dire bonjour à vos collaborateurs tous les matins, à respirer avec eux le bon air du matin. Si après, ils n'ont pas les outils qu'il faut pour travailler, ils doivent attendre qu'un autre acteur fasse son travail et puis pendant ce temps-là, ils se tournent les pouces, que la partie administrative est tellement énorme qu'à la fin de la journée, ils ont le sentiment de ne pas avoir fait le travail pour lequel ils sont payés, etc., etc.
eh ben, ça ne marchera pas. Donc, les deux, et ça j'insiste, les deux dimensions, la dimension culturelle, comment on se comporte, mais l'aspect environnement de travail, conditions de travail, doit être pensé en même temps, sinon ça ne marchera pas. Et puis la partie culture sera décrédibilisée. Et on dira, mais attendez, vous nous racontez des histoires, c'est bien sympa, vous êtes le DRH, il a un grand sourire, il raconte toujours les mêmes histoires, mais en attendant, moi, mes conditions de travail sont juste pas acceptables. Donc, lorsqu'on parle de culture, c'est bien, mais il faut que les conditions cadres suivent derrière. Oui, c'est ça. On dit ce qu'on fait, mais on fait ce qu'on dit. Ça résume un peu ce que j'ai dit, mais j'insiste, vous ne pouvez pas, cette dualité-là, si vous la considérez pas, ça ne marchera pas. Encore une fois, vous ne pouvez pas dire tout le monde est gentil dans mon entreprise, puis en même temps, les gens, ils n'ont pas les salopettes pour faire le travail, ou on leur donne les instructions de manière complètement désorganisée, ou on leur fait faire des heures supplémentaires à plus savoir qu'en faire. Les deux choses doivent être pensées. Merci. Annika, une réflexion sur la culture? Je suis en train de lire merci Antonio, et vraiment les conditions de travail, évidemment, si on n'a pas ça en rendez-vous, c'est de base super important. Dans le chat, c'est marqué des choses super intéressantes. Je vous invite à lire Code de conduite, charte déontologique, bienveillance. Hein. Yes, ce sont des mots clés. Et puis, pour donner du sens, reconnecter l'employé avec le client pour que l'employé développe de l'empathie pour le client. Intéressant. Oui, cette fameuse empathie est super importante et ça passe aussi par, on l'a nommé tout à l'heure, et toi, tu as parlé de la confiance et de hausser de cette parité, de je sais comment je vais être traité, cette sécurité psychologique. C'est ça qui est important, en tout cas mon point de vue dans la culture. C'est une culture où on ose faire des erreurs, où il y a de la confiance et une collaboration en fait. Et bien sûr que ça prend beaucoup de temps à développer, ça ne s'est pas fait overnight. Maintenant, c'est pas évident de le faire dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, qui est hybride. Parce que, et ça, je l'entends pratiquement tous les jours de clients qui disent je me sens pas assez connecté en fait avec les autres. Alors, au CHU, vous savez moins ça parce que vous êtes les plupart d'entre vous sur le lieu de travail, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne le sont pas. Et j'avais lu une phrase l'autre jour de Gartner au sujet d'une étude qui s'avait faite dans le Culture in a Hybrid World, qui disait que s'il y a cette connexion culturelle, peut augmenter vraiment la performance et la retention des employés de plus de 30%. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut commencer quelque part. Mm-hmm. Très bien. Mais par rapport à cette question de la connexion avec le client, chez nous avec le patient, là, on développe avec une haute institution de formation, on développe une formation sur l'accueil et qui commence en fait par se mettre à la place de celui qui entre au CHUV et puis quelle est son expérience client-patient lorsqu'il rentre au CHUV entre le moment où il va aux admissions et puis où il passe dans la chambre, il va se faire opérer, il revient, il ressort. Et on décortique tout ça pour se dire, mais voilà, si c'est cette manière d'apprendre les choses, nos patients, on a un problème. Ou bien, si on veut que nos patients, je veux dire, soient aussi acteurs de leur prise en charge et puis que la relation se passe bien, eh ben, il faut qu'ils vivent les choses d'une certaine manière. Donc, ça demande à la fois une humilité puis se mettre à la place de l'autre. Et puis, ça demande aussi qu'on standardise aussi la manière en l'occurrence, on appelle ça l'accueil, la prise en charge de nos patients. Et cette reconnexion avec le client, avec le patient, elle est essentielle. Voilà. Merci beaucoup. Si je reviens sur le sujet des transitions sociales et puis de la génération Z, hein, quelles sont leurs attentes des leaders? Vous recrutez, Antonio, des générations Z, c'est-à-dire des gens qui ont moins de 25 ans aujourd'hui.
Si vous en recrutez, quelles sont leurs attentes? Qu'est-ce que vous remarquez à leur sujet? Bon, je pense que c'est des choses classiques, hein. C'est ne pas, leur priorité, c'est ne pas être totalement vampirisé par le travail, c'est de pouvoir avoir un équilibre avec d'autres centres d'intérêt, que ces centres d'intérêt soient à proximité de leur emploi ou de leur entreprise pose pas de problème parce que, de mon point de vue, l'hermétisme entre le monde professionnel et le monde privé ou non professionnel, il est de moins en moins prégnant. Donc, c'est cette espèce de recherche de proximité entre les deux, mais sans pour autant que le travail vampirise le reste. Et ça c'est ce qui ressort. Puis aussi, j'allais dire, la diversité finalement des tâches présentes et à venir. Le fait d'avoir une perspective, ça c'est quelque chose qui est aussi demandé. Par le passé, on entrait dans une activité, c'était plutôt, comment dirais-je, la sécurité de ce qui se faisait qui l'emportait. Maintenant, la question de sécurité, surtout la sécurité de l'employabilité, mais c'est surtout la sécurité de l'expérience, la diversité des expériences que je vais pouvoir avoir dans une institution comme le CHUV. Alors, on a de la chance, on est diversifié, on fait beaucoup de choses. Donc, ces possibilités-là existent, mais il faut les rendre visibles pour notamment fidéliser nos jeunes. Bien sûr. Et pour vous, Annika, quelle est votre vision sur les générations Z? Qu'est-ce qu'ils attendent finalement? Eh ben, je pense que oui, tu as raison, Antonio, quand dans tout ce que tu dis, je rajouterais qu'ils ne sont pas prêts à faire le même, de se donner autant. Et en tout cas, ce que j'entends et ce que je vois, c'est que pour eux, c'est beaucoup plus clair que le travail ne doit pas nous rendre malades. Donc, ils vont moins aller dans ce sens-là, à mon avis. Et puis, on entend et on lit beaucoup et je le vois aussi parce que mon fils, il a cet âge-là et tous ses copains. C'est peut-être besoin de flexibilité, ça veut dire travailler au niveau de lieu, au niveau de quand, comment, et il y a beaucoup plus de demandes de leur part là-dessus. Le bien-être, on l'a dit, et c'est vraiment, ça va être quelque chose de beaucoup plus important. Je pense aussi le mot, peut-être c'est l'éthique, ils s'attendent plus à une éthique, une transparence, plus de sens. Je pense qu'on va vraiment dans une autre attente où on sera obligé un petit peu de nous adapter par rapport à ça. L'inclusion, le respect, et puis sans oublier la dernière technologie, ça va être une attente très forte de chez eux. Et sans oublier que dans quelques années, je ne sais plus dans combien de temps, je l'ai noté ici, d'ici 300, il y a un tiers de workforce qui va être représenté de génération Z. Donc, c'est vrai que si c'est vrai ce qu'on lit dans toutes les études, que leurs besoins, leurs attentes sont vraiment sains, eh ben, nous avons pris du retard au niveau de management, quoi. Et qu'est-ce que ça impliquerait pour une organisation? C'est quoi le risque si elle ne prend pas le problème à bras-le-corps? Bah, le risque, c'est manque de performance, manque de main, manque de manœuvre, manque de pénurie dans certains métiers en tout cas. Et on l'entend même en Suisse dans certains métiers aujourd'hui. Mais je ne sais pas ce que toi, qu'est-ce que tu constates, Antonio, là-dedans? Alors peut-être juste préciser ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que les nouvelles générations font attention à pas que l'activité professionnelle vampirise le reste. Mais ça ne veut pas dire que c'est des générations qui ne sont pas prêtes à mettre de l'énergie, à consacrer des heures pour faire leur boulot. En revanche, ce qui par le passé, on pouvait s'engager sur des phases de temps longues à travailler très, très fort et sans savoir finalement à la fin quand est-ce que ça allait s'arrêter. Nous, on a une jeune génération qui dit on est prêt à travailler fort, mais il faut que ce soit cadré, qu'on sache pourquoi, et puis qu'ensuite, ce soit alterné par des périodes où on n'est pas aussi sollicité. Et alors on n'a pas de flexibilité, mais c'est cette alternance entre fort engagement et puis engagement moins fort qui doit l'emporter. Et ça nous met un défi incroyable en termes de planification des ressources,
en termes de construction des équipes. Là aussi, il faut trouver des équilibres entre des équipes. La question de la qualité démographique des équipes, elle se pose aussi. Si vous avez que des jeunes ou que des gens à grande expérience, ce type d'organisation devient de plus en plus difficile. Mais encore une fois, ce que je voulais préciser, nos jeunes sont prêts à travailler très fort, mais sur des périodes qui sont identifiées et qui doivent ensuite être alternées par des périodes où l'exposition est moindre, où la pénibilité n'est pas là, où l'engagement qui est réclamé n'est pas un engagement aussi excessif que dans la phase précédente. Bien sûr. Et alors, quelles seraient pour toi, pour vous, Annika, les compétences ou les traits de caractère d'un leader, les 3 traits de caractère d'un leader, en quelques mots, pour gérer à la fois les générations Z dans une phase de changement comme ça? Beaucoup de l'intelligence relationnelle, puissance 2, l'agilité lui-même, et puis en même temps très visionnaire, mais très terre à terre, je dirais. Bien sûr. Donc, et si on prend ces capacités-là dans un monde Fanny, comment est-ce qu'on managerait concrètement ces aspects de fragilité? Donc, plutôt, comment est-ce qu'on managerait les gens dans ce contexte de fragilité, d'anxiété, de vulnérabilité? Alors, je vais montrer, parce que peut-être pour certains d'entre vous, c'est pas clair quand on parle de Fanny comme ça. Je vais partager mon écran avec un petit slide que j'avais préparé pour des workshops à l'EPFL d'ailleurs. Parce que c'est vrai que, en fait, le message, c'est le monde change très vite. Le contexte économique, le contexte business, environnement de travail institutionnel, entreprise, ça change très vite. Comment nous, on change dans la façon de travailler, dans la façon de manager. Et donc, le monde Fanny demande un certain ajustement de ça. Et le petit slide ici dit que le mot F, donc veut dire fragilité, ça nécessite quelque part une posture où on va chercher à co-construire ensemble, parce que la communauté, la connexion, tout ça, c'est super important, l'appartenance dans ce monde fragile. Et puis, bien sûr, sans oublier de mentionner le mot résilience. Et si c'est pour le manager lui-même ou si c'est pour son équipe, j'essaie d'être très concret. Là, au niveau de A, donc qui veut dire anxiété, en face de ce monde où c'est anxiogène, on a besoin de clarté. Est-ce que je peux, en tant que manager, apporter la clarté le plus possible? Parce que le flou est encore plus anxiogène. Donc, avec une brin d'empathie, bienveillance, et puis… de bientraitance. Bientraitance, j'adore ce mot. Oui, Antonio, merci beaucoup. Et puis, intégrer cette staff care. We care about you. Comment on peut vous soutenir? La non-linéarité, où il y a plus de cause à effet ou plus. Il y a beaucoup moins de cause à effet et on get lost dans ça. Et ça, c'est le mot-clé ici, c'est le growth mindset. Et l'agilité, ça veut dire avoir l'état d'esprit apprenante. Et on ne peut pas tout maîtriser. Qu'est-ce que je peux maîtriser? Et cultiver cette sécurité psychologique dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis au quotidien en tant que manager. Et cette incompréhensibilité, donc le I dans Fanny, c'est reconnecter avec l'intuition. Là, beaucoup de managers que je suis, l'intuition, ils ne sont pas très familiers avec peut-être, mais c'est vraiment ça, parce que quand on ne comprend pas, le gut feeling est quand même important. Et puis aussi se montrer vulnérable, aussi dire, mais je ne sais pas. Parfois, la transparence peut aussi montrer que on n'est pas superwoman ou superman all the time, que sometimes, et que le fait de dire je ne sais pas, mais on va y arriver d'une manière ou d'une autre, ça peut être rassurant quelque part. Donc voilà ce que je voulais Merci, Annika, partager avec vous. Merci. Alors, qu'est-ce que vous proposez finalement pour favoriser un esprit de leadership dans ce type de contexte? Nous, à Happy at Work, donc on forme de CHO depuis longtemps, mais ça fait 80 personnes qui sont certifiées en comment je manage le bien-être au travail depuis maintenant 2019, mais on se rend compte que
il manque quelque chose. Donc, il manque quelque chose parce que même si vous savez quelqu'un qui s'occupe à temps plein ou à temps partiel dans une petite structure du bien-être, de qualité de vie au travail, de l'engagement, si vous n'avez pas les managers qui vont dans le même sens, vous tournez en rond en fait. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, Antonio, de former les managers, c'est super important. Parce que sinon, ils vont détruire au fur et à mesure, ou ils risquent de détruire au fur et à mesure qu'on construit. Et pour ça, on est en train de travailler en fait dans toute l'équipe sur une nouvelle formation du leadership pour faire face à toute cette transition, à tout ce monde qui change. D'accord. Comment ça va se passer? Ça va se passer sur plus du long terme. Je ne sais pas combien de temps vous fassiez votre formation, Antonio, mais on va partir sur une formation de 6 mois pour qu'il y ait un changement de comportement en fait du manager. Très bien. Et on parlait de co-construction tout à l'heure. Je crois que vous aviez un petit quelque chose à proposer à nos amis. Mais ce qui nous intéresse déjà, c'est nous avons prévu avec Corinne, c'est ça Corinne, nous avons prévu un petit sondage Menti déjà pour savoir par rapport à ce monde de famille, comment vous ici maintenant présente aujourd'hui, comment vous vous sentez prêt ou pas à manager selon un peu le modèle que je viens de partager. Est-ce que vous êtes à fond là-dedans ou est-ce que pas du tout, vous êtes en chemin, vous vous sentez peut-être pas concerné, je ne sais pas. Alors, on va voir ça. On va voir ça. Donc, c'est le même code que tout à l'heure, c'est ça, hein, Corinne? À quel point vous vous sentez prêt à manager dans ce monde qui change complètement? J'adore Menti parce qu'on voit les choses qui se passent là. On ne les voit pas sur Zoom, donc c'est pour ça qu'on travaille maintenant avec cette application, qui est d'ailleurs suédois, pour ceux qui savent. Et c'est intéressant que certains ne se sont pas concernés. Nous sommes en route, mais on ne sait pas exactement comment. Je me prépare activement et je me sens tout à fait prête. Donc, il y a un petit peu de tout. Super intéressant. Et puis, dans la co-construction, parce que nous, on est à fond là-dedans, et on se pose aussi la question, et ça m'intéresserait d'entendre ton avis là-dessus, Antonio, parce que des formations de leadership et des accompagnements de leadership, il y en a depuis tellement longtemps, et tout le monde. J'espère que tout manager aujourd'hui a fait une formation. Et pourquoi on en est encore là qu'il y a cette gap entre... qu'est-ce qu'on a raté finalement? Qu'est-ce qu'on a raté, voilà. Donc nous, ce qu'on souhaiterait savoir de votre part aujourd'hui, c'est quelles seront vos attentes? Donc tu peux lancer le prochain sondage. Quelles seront vos attentes, vos expectations, vos besoins pour vraiment vous aider à faire évoluer? Qu'est-ce qu'il faudra mettre dedans dans une formation future pour que cette fois-ci, on y est. On voit beaucoup moins de collaborateurs qui disent je quitte mon manager, je quitte le leadership, je n'en peux plus. Donc là, vous savez, si je me souviens bien, des mots-clés que vous pouvez mettre dedans, et ça nous intéresse beaucoup, que vous remplissiez avec des mots-clés, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous voyez dans son future formation qui manque. Wow. Et donc, on va vous laisser remplir ça tranquillement parce que ça demande peut-être un petit peu de réflexion. Mais on voit déjà maintenant qu'il y a des mots-clés comme intuition, émotion, outil concret. Transparence, connexion, partage. On est vraiment dans l'humain là. C'est pas une grande surprise et à la fois anticiper les feelings. Ouais. Mais la vulnérabilité, effectivement, c'est important de savoir la montrer dans un monde comme ça parce que c'est ce qui crée la confiance, c'est ce qui crée la relation, c'est ce qui crée la confiance.
Liberté de management. Interesting. Vulnérabilité. La vision. On va laisser quelques instants de plus, mais on va laisser ça ouvert. Vous pouvez remplir des mots au fur et à mesure, parce qu'on va laisser ça ouvert jusqu'à la fin du webinaire. On voit déjà maintenant qu'il y a plein de choses et on partagerait avec plaisir cette petite nuage de mots avec vous. Donc, continuez à remplir ça. Et ce n'est pas parce qu'on enlève le Menti screen que vous ne pouvez plus le remplir. Donc, continuez et merci de partager. On va passer, mais oui, on va passer aux questions. Déjà, Antonio, est-ce que vous auriez envie d'ajouter quelque chose par rapport à tout ce qui s'est dit et ce que vous avez lu, vu et entendu? Juste un complément à ce qu'a dit Annika, parce qu'elle a mentionné notre formation pour les managers de direction. Donc, c'est une formation, on l'a appelé chez nous le micro MBA. C'est une formation qui se déroule sur 6 mois, c'est 18 jours, et avec la nécessité ensuite de présenter un projet innovant et utile à l'institution qui doit être présenté, chiffré, entre guillemets, vendu à la direction générale dans des séances de présentation. Et puis, si le projet est validé, il est ensuite mis en œuvre concrètement. Donc ça, c'était pour expliquer ce qu'on fait. À part ça, on a formé, je crois, 250 ou 300 cadres. Le problème que l'on a, lorsqu'on mesure la capacité à transférer ce que l'on donne comme formation, il y a 2 écueils. Le premier, c'est la hiérarchie, c'est l'exemplarité de la hiérarchie, parce que ce que l'on prône dans ces formations, si ce n'est pas démontré par l'exemple, notamment par la direction générale et d'autres grands pans de l'institution, ça ne marche pas. Et puis la deuxième chose, au risque de me répéter, si les conditions pour que nos cadres puissent mettre en œuvre ce qu'on leur enseigne ne sont pas réunies, c'est-à-dire s'ils passent leur temps à devoir faire autre chose que faire du management, c'est là où ça ne marche pas. Et c'est souvent ces 2 éléments-là qui nous sont remontés comme étant des freins. Voilà. D'accord. Donc la cohérence et l'alignement, c'est quelque chose d'essentiel. Bien sûr. Donc, pour tout le monde, pour récapituler, nous avons les conditions de travail qui doivent être optimum et les leaders qui doivent montrer l'exemple. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Super. Alors, je vais passer aux questions qui viennent dans le chat. Une question que je lis. Comment la génération Z peut se projeter si les métiers vont complètement changer dans le futur, notamment à cause du climat, de la fin du pétrole, etc. On devrait tous travailler à 100% pour sauver le futur. Ce n'est pas qu'un problème de manager, mais un problème de société. C'est vrai que la politique redéfinisse la société avec de la création de sens. Annika, Antonio, vous voulez réagir sur cette remarque? Pas facile d'avoir 18-20 ans aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on ne connaît pas exactement, les métiers changent très vite et c'est pour ça que cette agilité dans chacun est importante. Et bien sûr, la société, c'est pour ça que je parle de transition. La société est en pleine transition et on ne sait pas trop où on va. Donc déjà, ça, c'est anxiogène et c'est pour ça que c'est aussi tellement important de travailler sur soi, de rester aligné. Si c'est nous ou je parle pour moi et Antonio, parce qu'on a à peu près le même âge, on n'est pas dans la génération Z, n'est-ce pas? Mais chacun d'entre nous sait comment rester aligné dans ce monde de changement très, très, très rapide. Je n'ai pas la réponse à dire il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, mais restons alignés avec nous-mêmes, communiquons, essayons de développer cette agilité et gardons aussi notre faith, notre espoir, et qu'on puisse influencer certaines choses. On ne pourra pas influencer sur tout, mais concentrons-nous sur ce qu'on peut influencer. C'est le cercle d'influence classique, mais qui marche dans tous les temps. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter, Antonio? Moi, j'allais dire que si on arrive à faire en sorte que l'expérience en tant que jeune employé au CHUV est une expérience enrichissante et correcte, si on arrive déjà à faire ça, c'est aussi des éléments que nos jeunes peuvent capitaliser
par rapport à un environnement qui est extrêmement mouvant et puis incertain. Donc, notre rôle, c'est de réussir, c'est de faire en sorte que leur expérience chez nous soit la meilleure. Et c'est là-dessus qu'on peut influencer. Le reste, voilà. Merci. C'est important ce que tu dis, l'expérience employée. Et ça on l'a peut-être pas mentionné tout à l'heure tant que tel, mais c'est quoi mon expérience quand je suis au travail? Ça, pour la nouvelle génération, ils vont faire très attention à ça. Oui, tout à fait. Et là, d'ailleurs, il y a une question de Michel qui nous dit les nouveaux modèles de gouvernance moins pyramidales que les modes traditionnels peuvent-ils contribuer aux améliorations évoquées dans ce webinaire? C'est quelque chose auquel vous songez au CHUV, cher Antonio? Bon, les hôpitaux ont des structures assez pyramidales. On essaie de casser ces structures-là, notamment en créant, je vous ai parlé tout à l'heure de cette notion de renforcer l'interprofessionnalité. Et on le fait concrètement. Par exemple, on a deux endroits où on teste la démarche. On réunit autour d'indicateurs d'activité, de qualité. On réunit des médecins, des infirmiers, des aides aux soins, en fait, toutes les personnes qui sont autour de la prise en charge de patients dans un secteur donné. Et puis, on fait ce qu'on appelle des réunions le matin autour de ces indicateurs qui sont présentés alternativement par des médecins, par des infirmiers. Donc, il y a ce mélange d'équipes. Et puis, du coup, il y a plus, c'est plus une gouvernance pyramidale, c'est une gouvernance avec une prise de responsabilité partagée par des professionnels qui ont chacun un rôle différent dans l'atteinte d'un objectif, c'est celui de soigner des patients dans leur secteur. Après, il y a toute la structure de gouvernance du CHUV, c'est assez complexe qui reste. Et puis, pour l'instant, je ne vois pas comment on pourrait la changer. Mais en revanche, on aplatit cette manière de travailler au niveau des équipes, puis finalement au niveau des personnes qui produisent la prestation de soins. Et c'est ça qui est important. C'est à ce niveau-là qu'on ne doit pas avoir des structures pyramidales qui empêchent, par exemple, la prise de responsabilité, l'autonomie de décision, l'apport d'idées. Dans ces groupes comme ça, interprofessionnels, c'est là où les idées émergent. Puis à partir du moment où on crée ce réflexe de oser être ensemble avec des métiers qui ne se parlaient pas forcément avant, hein. Le médecin était considéré comme quelqu'un voilà, de très élevé dans ses réflexions. Le fait de ramener toutes ces personnes à un même niveau, qui est celui de l'intérêt de faire le travail comme il faut vis-à-vis des patients, eh ben, libère les idées et puis encore une fois casse ces gouvernances pyramidales. Bravo, très inspirant. Vous voulez ajouter quelque chose, Annika, sur les gouvernances? Oui, je pense que donc, il y a certaines structures, comme tu dis, où on est obligé d'avoir une certaine hiérarchie, it's fine. Et quand il y a plus de souplesse pour différentes raisons, on voit dans le pays scandinave cette flatness, donc plus de plat, plus circulaire, plus cross-functional, transversal, et qui donne plus de ownership, en fait, plus de responsabilité de chacun, plus de scope, comment dire ça, cercle d'autonomie. Et ça, c'est quelque chose qui inspire et qui est un levier d'engagement également, encore plus pour les jeunes, je pense. Donc, si on peut le faire, c'est top. Génial. Écoutez, merci à tous les deux. Quelles sont Annika, quelles sont les prochaines actualités de Happy at Work? Les prochaines actualités de Happy at Work, eh ben, on continue à faire les formations de Chief Happiness Officer. Il y a une date en octobre à Lausanne. Et puis, nous allons continuer à co-construire cette formation qui ne sera pas de 18 jours comme au CHUV, mais plutôt entre 6 et 10 jours sur 6 mois. Et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant quand on aura quelque chose de plus prêt à vous proposer, mais c'est quelque chose qui est clairement dans le tuyau et notre prochain bébé. Merci beaucoup. Il y a encore quelques questions il y a encore des questions. dans le chat. Qu'est-ce qu'on dit?
Nous avons les entreprises en Suisse romande qui proposent des hiérarchies plates et même des semaines de 4 jours. La vieille entreprise patriarcale et hiérarchie ne vont pas survivre. Qu'en pensez-vous? La vieille entreprise patriarcale et hiérarchique ne va pas survivre. C'est sûr que ce que j'observe par rapport à si je compare des entreprises en Scandinavie, en Suède, en Danemark, etc., et certaines entreprises en Suisse, ils sont en retard. Mais je reste très optimiste comme quoi ils vont bouger et avancer, et changer parce qu'effectivement, il va y avoir des petites tensions sinon. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Bon, au CHUV, bon, vu la complexité et la grandeur de l'institution, je ne pense pas que des systèmes d'holocratie seraient efficients chez nous. Encore une fois, je ramène au fait que dans des unités de production de soins bien identifiées, c'est là où on peut en fait créer des groupes où on n'est pas dans la logique employé-chef, pas dans la logique coéquipier, mais on est dans la logique de personnes qui sont associées à un intérêt commun, c'est réussir avec un haut standard de qualité la prise en charge de patients dans leur domaine d'activité. Et c'est cette notion d'interprofessionnalité ou d'interdisciplinarité qui fait qu'on a des éléments d'holocratie, mais à ces niveaux-là. Au-delà, on est quand même dans des activités où il faut un ordonnancement, il faut une organisation qui a une certaine rigidité. Au-delà de ça, je ne pense pas que ce soit possible, mais peut-être que je me trompe. Je commence à faire vieux, donc je ne sais pas si je suis à la page. Mais non. Nous sommes sages. Wise. Quelles sont d'autres questions, messieurs, dames? Les principes à la critique ou allocratique ou alacratique peuvent-ils s'appliquer au sein de l'entreprise sans modifier l'organisation dans son ensemble? Donc, ça veut dire de le faire dans une test, dans un département ou dans une... En pilote, peut-être? Oui, en pilote. Ça dépend de quelques principes, juste ça n'engage que moi et ce que je peux voir, mais quelques principes holocratiques, oui. Et après, on peut appeler ça comme on veut. On peut arriver à faire des choses dans un département. Alors, ça dépend du nombre de personnes, mais ça, c'est intéressant de tester en pilote. Maintenant, tout est difficile à un moment, on est limité parce qu'on est dans un global environnement, donc on sera obligé de aussi fonctionner avec les autres départements. Donc, à un moment donné, c'est limité si toute l'entreprise ne le fait pas. Mais à tester comme pilote, intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, disons, j'ai des fonctions, j'ai un titre, j'ai une responsabilité d'autorité ici au CHUV, mais ce qui ne m'empêche pas que dans la direction des ressources humaines, entre nous, de notre équipe, on fonctionne comme dans un principe d'associé, où en fait, on se focalise encore une fois sur l'interdisciplinarité, sur l'expertise que l'on a chacun, et puis chacun exprime son expertise par rapport à une problématique, une stratégie, un projet. On est tous orientés, du coup, puisque c'est l'interdisciplinarité qui fait vivre le groupe, on est tous orientés sur l'innovation, sur des aspects d'amélioration continue. Et puis, en plus de ça, chacun est autonome dans son expertise. Donc, si j'ai bien compris les démarches liées à l'holocratie, c'est les principes que l'on retrouve dans notre mode de fonctionnement. Puis ce mode de fonctionnement, il est possible. Ce qui n'empêche pas qu'après, il y a des structures, puis que j'ai un rôle d'autorité qui est celui qu'on m'attribue. Mais je fais la différenciation entre au niveau local, sectorisé, on peut fonctionner comme ça. Et après, au niveau institutionnel, on a une organisation qui reste celle qui est posée, notamment aussi par la loi, parce qu'on a des règlements qui nous obligent de fonctionner d'une certaine manière. Mais moi je suis persuadé qu'on peut appliquer sur le plan sectoriel dans des unités ces approches-là.
Bien sûr. Donc, l'idée, c'est de marier, en fait, à la fois l'organisation un peu plate d'interprofessionnalité dans les zones sectorielles et puis garder une hiérarchie, une structure et une gouvernance plus globale pour l'ensemble de l'organisation et donc marier les deux finalement, c'est ça le challenge que je comprends. Merci Antonio. Annika, Est-ce qu'on pourra revoir un petit peu le nuage Oui, parce qu'on a un nuage, malgré le très beau temps qu'on a, on a un nuage passionnant à voir. Qu'est-ce que vous avez mis dans cette question? Qu'est-ce que vous souhaitez voir dans une formation de leadership qui fera que ça marche cette fois-ci? Il y a plein de mots super intéressants, bien traités, intuition, se mettre à la place, honnêteté, écologie, humilité, super. Merci pour cette contribution. C'est très beau. Il faut qu'on garde ça précieusement. Oui. Gardons ça précieusement parce que ça fera l'objet, si je comprends bien, de notre prochaine formation de leadership. Yes. Super. Et on ne manquera pas de vous tenir au courant de suite de ça. Et merci Antonio, merci à Julien. Merci à merci à vous tous. Merci Annika, merci Antonio. Et notre objectif avec cette webinaire, c'était de vous donner des idées, des tips and tools, d'inspirer ce monde à évoluer dans le leadership. Et nous espérons bien sûr que le leadership rime de plus en plus demain avec les mots comme engagement et bien-être. Merci de votre participation. Antonio, reste avec nous encore une minute si tu peux. Merci à vous tous. Et merci beaucoup. Prenez soin de vous out there dans ce monde funny et au plaisir de vous voir et de vous parler tout prochainement.